leur soutien, de soutien. Alors, bienvenue au salon de la 34e édition du Salon du Livre de Montréal. Aujourd'hui, Guy Amou avec vous. Guy Amou avec vous, essentiellement avec Catherine Louisa Lafable et Yves Lavaux, dans le cadre des entrevues des grandes voix francophones. Comment vous les présentez, mes deux invités? Voilà. Yves, habituellement, pour couper court. La confusion. Non, pour couper court, j'aime mieux dire ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne fait pas plutôt que ce qu'il fait. Jugez-en par vous-même. Yves, c'est un journaliste. Yves, c'est un poète. Yves, c'est un sociologue. Yves, c'est un philosophe. Il est impliqué socialement. Dans la cuisine. Il est impliqué socialement. Il est impliqué politiquement. Il fait partie depuis peu d'un comité qui s'occupe de préparer les festivités de 2017, le 400e, je crois, 375e de Montréal. Et il trouve en plus le moyen et le temps d'être père et époux. Et je ne vous ai pas tout dit. Ça veut dire sont eux. Et je ne vous ai pas tout dit. Qui pensent que je suis un père, autrement je ne sais pas ça. Et à côté de moi, à ma gauche et à votre droite, Catherine Louisa, qui est poétesse. Poétesse et femme de lettres, comme elle aime le dire elle-même. Elle est, autant que Yves, membre du Cercle littéraire africain de Montréal. Et c'est à ce titre-là que j'ai tenu à les avoir, puisque c'est la première des entrevues que je fais dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, édition 2011. Bienvenue, Catherine. Merci, bienvenue à vous aussi. Bienvenue, Yves. Et pareil aussi, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir. On a dit tout à l'heure les grandes voix francophones. Et j'ai tenu à vous avoir parce que je me pose des questions depuis quelque temps. Quand on dit grande voix francophone, vous entendez quoi par là? Je peux parler comme ça ici? Ça va, le son passe. Quand on parle de grande voix francophone, moi je dirais c'est deux choses. Principalement, avec beaucoup de respect, ce sont celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont vraiment ouvert les chemins de la francophonie, et ce sont des Africains et des Africaines, ce sont des gens du Sud, que ce soit depuis Madagascar ou la Réunion, ou Senghor et Amani Diori, ceux qui ont vraiment tracé et planté les jalons de la francophonie. Et aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui, encore dans un monde dominé par bien des rivalités, des velléités, et même je dirais un pouvoir très très grand anglo-saxon, de langue, etc., continue à utiliser, créer, travailler, vivre, s'exprimer constamment avec ce souci de la qualité de la langue et de transmettre, de partager comme cela, comme un trésor, mais un trésor très démocratique. Alors je dirais c'est un peu ces deux pôles-là pour moi qui sont un peu les grandes voix de la francophonie, celles et ceux qui œuvrent partout, là, qui parlent la langue tous les jours, qui en font une langue d'usage et qui font que la langue vit. Et la grande majorité de celles-là et de ceux-là, ce sont des gens dont on dit ce sont des gens des pays du soleil, des pays du sud et tout ça, parce que c'est là que la francophonie a son avenir, son présent et son avenir. Et leur mérite principal réside donc dans ce type de qualité. D'inventer, de créer, de la rendre vivante, de maintenir cette langue vivante, accessible et d'en faire un objet de fierté et de partage. De toute façon, c'est cette générosité-là qu'on aime. Un des aspects que nous couvrirons tout à l'heure, l'avenir de cette francophonie. Exact. Oui, Madame Lafable, quand on dit grande voix francophone, vous pensez à quoi? C'est sûr, pour ne pas répéter Yves Lavaux qui a très bien exprimé cette étendue depuis ceux qui avant nous qui l'ont créé, mais aussi je pense à la relève. Effectivement, les lettres francophones sont aussi importantes dans le sens où, à la grandeur du continent africain et de sa jeunesse aussi, puisse utiliser cet outil, ou comme le disait si bien un des auteurs algériens, notamment du roman Nejma, que d'en faire de la langue française un butin de guerre, mais comme vraiment une richesse pour l'avenir. Donc une forme d'appropriation. C'est cela.
C'est ça. Et donc, aussi un espace de témoignage, un espace géographique, un espace intemporel aussi, pour exprimer notamment le quotidien, l'histoire aussi que chacun vit, que ce soit de par l'exil ou notamment, pardon, excusez-moi, dans des moments difficiles comme ceux qui sont à la guerre et qui utilisent justement la langue française pour exprimer leur vécu et signaler aussi les abus dans la société. Merci. Donc, tous les deux, vous avez abordé la langue sous plusieurs aspects. Vous avez abordé l'apport de ceux qu'on nomme aujourd'hui les grandes voix, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs de cette francophonie. Là, vous les avez situés dans le temps. Si on retourne dans le temps. On parle aujourd'hui de francophonie parce qu'on parle d'une langue. Au départ, c'était la langue française. Et c'est devenu la francophonie à partir du moment où des gens ont poussé des cris. N'est-ce pas? C'est ce que Yves disait tout à l'heure. Il parlait des Senghor, des Césaire. C'est des gens qui ont poussé un cri. Donc, est-ce qu'on peut dire que la francophonie est née d'une quête identitaire? Mais là, je pense que constamment, cette langue-là, elle s'est tissée, elle s'est mise à exister d'abord dans cette revendication-là, cette affirmation-là nécessaire dans un monde où elle avait une reconnaissance dans la bourgeoisie, une reconnaissance dans l'aristocratie, une reconnaissance dans les hauts lieux de la diplomatie, mais où elle avait une certaine difficulté à être la langue du peuple. Et ça a été aussi la grande difficulté, la langue de la périphérie. Et c'est de la périphérie qu'est venue cette revendication, cette affirmation, mais cette recréation de la langue. Parce que ceux-là et celles-là qui l'ont revendiqué, ce sont eux qui ont remis au monde cette langue par ce dont tu parles tout à l'heure, à la fois ces cris, à la fois cette revendication et ce besoin nécessaire de reconnaissance. Donc le paradoxe ici vient du fait que la francophonie a été possible parce que la France est devenue un empire. Aussi, et parce que elle ne faisait que se voir elle-même sans savoir qu'elle n'existait que grâce à celles et ceux qu'elle exploitait et qui ont fait sa grandeur. Pour l'Europe, pareil, c'est pareil. On parle de l'Europe, on parle des Amériques, on parle un peu partout dans le monde. Que ces grandes richesses-là, à tous les niveaux matériels, culturels, intellectuels et tout, sont venus de ces pays-là qui ont fourni toutes les richesses à tous les niveaux. Je sens que Mme Lafave veut ajouter quelque chose. C'est sûr que l'esclavage, en tout cas, pour ce qui concerne la Réunion, a laissé d'énormes traces de cicatrices. Il y a des cicatrices qu'on décide d'en faire une amnésie et d'autres qu'on décide justement de transcender, notamment par l'écriture, par la plume. Et je pense qu'en tout temps, la quête d'identité, elle a toujours existé, que ce soit par une langue francophone ou autre, mais en tout temps, l'espèce humaine a toujours voulu savoir ce qui fait la différence avec l'animal. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on existe? Pourquoi ce qui nous arrive, etc. Vers quoi on s'en va? Quel est l'horizon de demain? Donc j'estime que en se posant cette question-là, on l'a fait forcément parce que le thème est la francophonie, on le fait dans la langue française qui, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas notre langue mère. Parce que nos parents sont soit issus de cet exil-là ou même parlent français par obligation et se sont appropriés cette langue-là pour en faire un patrimoine. Voilà. Donc, en gros, si je vous entends et si je vous comprends bien, les grandes voix de la francophonie ne sont pas forcément issues de la mer. Bon, quand je dis mer, quand je dis mer, je parle de la France. Parce que on dirait, si je vous entends bien, parce que d'ailleurs vous avez cité quelques noms tout à l'heure, on en citera d'autres plus tard, mais on a l'impression que ceux qui ont porté le plus cet idéal francophone, ce sont des gens qui se sont appropriés cette langue-là qui n'était pas la leur au départ. Est-ce que c'est vrai? Mais ce que disait Luisa, c'est exactement ça. Et le mérite est d'autant plus grand que grâce à ces, je dirais, ces héros de la langue, avec cette espèce de lutte continuelle
qu'ils ont eu à faire, non seulement pour eux-mêmes accéder à ce savoir-là, accéder à ces cercles de connaissances, accéder à ces instances-là plus universelles de la connaissance, ont constamment pris en main cette défense et illustration de la langue française, mais l'ont fait au quotidien, l'ont fait dans leur vie, l'ont fait pour être agrégés alors que les places étaient limitées, pour être reconnus dans la fonction publique, pour etc. dans plein de domaines. Et ça peut se conjuguer à tous les niveaux, que ce soit les femmes dans les marchés, les hommes. Les gens en ont fait une langue de communication, une langue d'usage qui prend racine et qui se développe avec les cultures qui sont son terreau et son ferment, et qui trouve, je dirais, de nouvelles personnalités, une nouvelle existence sous toutes les latitudes, là, un peu partout, avec la langue de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Réunion, d'Haïti, etc., d'Algérie, du Maroc, etc., qui sont des langues très différentes de la langue mère française. Et que dites-vous du fait que, au départ et pour plusieurs années, ces porteurs de l'idéal francophone avaient tous été des poètes? Ah, mais je vais laisser Luisa parler. Je trouve en tout temps que les poètes ont cette faculté, selon moi, de faire transpirer une société de par il y a comme une dynamique, qu'elle soit positive ou négative, mais elle sert notamment de témoignage dans la société pour exprimer ne serait-ce que les grands moments de l'histoire, les erreurs de l'histoire, les cicatrices de l'histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Mais c'est ça, c'est ce que demande Guy, c'est cette espèce d'archétype pratiquement qu'on remarque dans le monde entier, que ce soit en Pologne, que ce soit partout, sous toutes les latitudes. Chaque fois qu'il est question d'identité, de défense et illustration, qu'il est question de sauver un patrimoine, qu'il est question d'affirmation, ce sont celles et ceux qui ont ce pouvoir, je dirais spirituel, qui ont cette grande capacité d'aller à l'essentiel, de pouvoir s'exprimer avec économie, avec générosité, et de communiquer au plus grand nombre, de toucher le plus grand nombre de gens, quel que soit leur secteur d'origine ou de réflexion. Ce sont les poètes. Et c'est ça la vertu et la force de la poésie qui transcende tout et qui est de la musique. Poésie et musique sont frères et sœurs, ou sont cousins et cousines. Et donc c'est à travers ça, c'est à travers les troubadours, c'est à travers la poésie, c'est à travers les contes, c'est à travers cette écriture, cette parole sans cesse animée de rythme, de musique et tout ça, etc., qu'une langue existe. Sans la poésie, sans cette capacité de transcender nos réalités, notre matérialité, il n'y a pas de langue. La langue, elle est l'expression de ce qu'on a de plus spirituel et l'expression de ce qui nous définit et nous fait exister le plus. Et la poésie, c'est ce condensé-là. Mais on reste toujours au temps des Césaires, des Senghor. Non, on a le temps. On reste toujours à ce... parce qu'on soit captif de ce truc-là. Non, on sera pas... on va le dépasser tout à l'heure. Mais on a vu qu'ils ont fait des enfants jusqu'à un certain point, jusqu'à la période des indépendances. Après les indépendances, on a eu l'impression tout à coup que les gens se sont dit tout est fait. Tout est arrivé. On a obtenu quelque chose et j'ai eu, moi, l'impression, elle peut être fausse, mais j'ai eu l'impression qu'on a délaissé un peu la poésie à partir des années 60 jusqu'à récemment. Et récemment, tout à coup, on dirait, il y a un éveil. Moi, je ne dirais pas ça. Luisa, elle est d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas de cet avis. Hein? Non, je vous pose une question. Je dis, c'est une impression. Elle peut ne pas a changé de forme. Moi, je trouve qu'effectivement, les actualités ou le temps évolue. La poésie, en tout temps, va rester, ne mourra jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour être le combattant ou le soldat de la poésie ou
parce que c'est une forme d'expression justement d'une certaine forme de réalité. Donc, vu que cette réalité change, nous aurons toujours, je mets ma main au feu ou dans le volcan pour dire que selon moi, ça va toujours perdurer. Parce que comme la langue, elle est vivante, la poésie va être aussi vivante, elle va muer, elle va être une forme hybride peut-être aussi c'est en continuel de réinvention, quoi, selon moi. Alors, bon, puisqu'on n'était pas d'accord avec moi, oui, c'est ça. Donc, j'avais pas raison de penser qu'il y a eu une sorte d'éclipse après les indépendances. Il y a des intérêts, il y a des périodes où, dans l'histoire, on est beaucoup plus intéressé par l'économie, on est plus intéressé à mettre en valeur le roman, les nouvelles, d'autres formes d'expression, mais constamment, la poésie, même si elle ne connaît pas une vogue aussi grande à chaque période de l'histoire, elle est toujours présente. Et c'est un peu, je dirais, c'est un peu l'oxygène un peu d'un être humain, de l'être dans une langue. Cet oxygène-là, elle vient par la poésie, grâce à la poésie. Alors, aujourd'hui, si on parle de grandes voix francophones, vous pensez à qui essentiellement? Demande à notre amie Luisa. C'est toujours Luisa. C'est toujours elle qui... Non, mais parce que là, on dépasse Senghor, on dépasse les Miron, on dépasse les Néligan et compagnie. On est dans notre siècle, on est au 21e siècle, 2011, les dernières années. Qui ont été ces porteurs-là de la francophonie, selon vous? De la poésie ou de la francophonie? La francophonie, oui. C'est vrai. De la poésie. Pourquoi je parlais de francophonie? Parce qu'on a fait l'équation tout à l'heure, grande voix francophone, poésie. Exact. C'est pour ça. Oui, mais au-delà. Alors, on commence toujours par Luisa. La liste est longue et j'espère qu'elle va être, comme je l'ai dit, c'est un continuum. Alors, moi, je ne suis pas pour en faire une liste exhaustive, fermée, mais plus ouverte. Donc, c'est sûr que dans l'océan Indien, vous en avez aussi beaucoup, que ce soit le malgache Jean-Luc Rajanra, quelque chose comme ça, Rajanra, et aussi que certains connaissent moins, qui sont soit d'avant Césaire même, de l'océan Indien, qui ont eu des belles plumes. Moi, je pense notamment j'aime bien l'écriture de Christian Jalma, qui est une écriture autodidacte, qui n'a pas été dans une certaine école de pensée, mais qui reste très alerte et très à l'affût de la société. Et des femmes aussi qui utilisent l'écriture comme espace de théâtre, de jeu, etc. Et puis, je savonne notamment aussi même les très beaux textes de slam, qu'on n'en parle pas, mais c'est une forme de poésie actuelle, contemporaine, à laquelle on doit notamment mettre un focus et qui est aussi porteur de la relève, quoi. C'est pas vrai qu'on n'en parle pas, parce que Yves a fait référence tout à l'heure au troubadour. C'est de ça qu'il parle. Parce que quand on parle de troubadour, c'est des poètes, mais qui sont comme les aèdes de l'Antiquité grecque, ou ceux qui faisaient de la passacaille du côté de la Costa del Sol. Donc les gens qui déclament en marchant. Donc, on est revenu à ça, je crois. Oui, alors Yves, les grandes voix francophones d'aujourd'hui. Moi je pense que c'est difficile de dire des noms, mais je dirais que la forme a beaucoup changé. Et depuis quelques années, ce sont ces rappeurs-là, les slammeurs, ceux qui sont au coude à coude et qui ont mis sur toutes les scènes du monde, avec la musique, avec la danse, ces paroles-là, et qui ont lancé beaucoup de messages. Alors, c'est vraiment eux. Il y a d'autres poètes, là, comme ceux qui sont autour de la table ici, qui parlent et tout ça, qui écrivent. C'est sur la beauté. Eux, ils perpétuent cette espèce de besoin vital que nous avons de la beauté. Heureusement, parce qu'on est dans un monde de décadence, on est dans un monde où le macabre et le sombre et le triste est valorisé. Grâce à la poésie, il y a cet espace-là où on peut mettre en valeur la beauté. Et ça, ce sont les poètes qui écrivent, cette générosité-là. Par contre, les combats sociaux, les combats politiques et tout, ce sont les slammeurs et les rappeurs qui sont sur les scènes. Ce sont eux qui incarnent de manière remarquable partout, dans les premières lignes, partout dans les combats de toutes les révolutions qu'on a connues ces dernières années-là. Ce sont eux qui portent le langage sur Internet, à la télévision, à la radio, sur les trottoirs, dans les rues et tout ça. C'est là que ça se passe, là. Le combat
le verbe, là, Oui. c'est là que les couteaux s'aiguisent. Mais c'est ça. est-ce qu'on dirait pas une revanche de notre oralité? Mais c'est l'oralité totale. C'est, je dirais, à la fois la résurgence de l'oralité, mais c'est en même temps comme une référence de notre humanité. Et cette oralité-là qui est reconnue et qui va être, je pense, de plus en plus prise en compte, elle est une expression très large de notre humanité. Alors, si je vous entends toujours, sommes-nous en train de vivre des choses appelées à disparaître? Parce que ici, à Bonaventure, on est au Salon du Livre. Oui. Et qui dit livre dit habituellement support papier. Oui. Et vous me dites, de plus en plus, les porteurs de la francophonie, c'est des slameurs. Donc, des gens qui font métier de parler, qui n'ont pas forcément besoin de ce support pour résister. Est-ce que le livre serait en train de disparaître? Au contraire, plus que jamais. Je ne pense pas que, au contraire, il trouve, il trouve sa raison d'être et il est de plus en plus, on y retourne au livre. De quelle façon? De mille et une façons. Je pense qu'il y a ce besoin vital, tactile. Il y a c'est l'existence même. À partir du moment où le livre existe, la parole prend une autre dimension. Donc, il n'y a pas de contradiction entre cette verve et cette expression de la liberté à travers les poètes de la rue et puis le livre. Au contraire, le livre est de plus en plus aujourd'hui, les supports, que ce soit avec Internet, que ce soit le livre électronique et d'autres façons, le livre en tant que tel aussi retrouve sa noblesse. Donc c'est l'image qui change. L'image change, ça devient électronique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus un livre. Et même le livre en papier aussi va toujours rester, il va devenir un objet d'art de plus en plus, un objet de vénération peut-être même. De collection? Toujours. Mm-hmm. Oui. Ouais. Ceux qui aiment les livres, ils collectionnent, ils ont des bibliothèques de milliers de titres. Oui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas mettre en conflit le livre et l'avenir, entre guillemets, du livre qui pourrait être soit numérique ou audio ou peut-être une autre forme encore qu'on ne connaît pas encore. Mais justement, c'est que le livre continuera à exister. Maintenant, c'est d'un chacun selon ses goûts, parce qu'il y en a qui aiment l'écouter en pratiquant un sport, ou même le lire, toucher le livre, d'autres pour des raisons oculaires, apprécieraient plus un écran tactile parce qu'ils peuvent toucher l'écran et avoir une visualisation plus intéressante et moins se fatiguer les yeux. Donc, ça va aller de chacun. C'est sûr que si on est amoureux du livre, on aime tout. Moi, je suis de celles qui sait apprécier un livre ancien et c'est aussi comment la conserver parce que ça va des deux, hein, autant le papier que l'écran et l'avoir aussi audio parce que j'aime les voix et comme la poésie aussi est une voix et à la radio, combien d'émissions radio nous ont touchés quand c'était l'histoire de... Ça racontait une histoire. Alors, selon moi, le livre ne risque pas de mourir. Elle change de forme et ceux qui sont amoureux de l'inconditionnel du livre ancien, il restera libre à lui. C'est sûr que là, il y a l'aspect mercantile aussi. Ils seront plus vendus peut-être les livres électroniques. C'est là où va falloir justement... lever le haut là, quoi, pour qu'on conserve toutes les formes de livres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mes deux invités, c'est des écrivains. Ils sont membres du Cercle littéraire africain de Montréal. Et j'aimerais qu'ils partagent leur parcours avec les auditeurs. Yves, comment es-tu arrivé à l'écriture? L'écriture, c'est comme le sein maternel, hein? Moi, j'ai vu ma mère lire, mais c'est vrai, j'ai vu ma mère aimer collectionner. Il y avait des lettres qui sortaient de... Aimer lire, et c'est par elle. Autant j'ai appris à faire la cuisine à l'âge de 3 ans avec ma mère, autant en la voyant, elle, lire, aller chercher des magazines, des livres, avoir une certaine préoccupation pour l'éducation de ses enfants, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à cette espèce d'empreinte de la réalité sur un support papier, à voir ce que c'était précieux un livre. Et même les journaux, on en prenait soin, on les déchirait pas et tout ça, etc. Et mon épouse est debout ici à côté, elle peut témoigner. J'ai de la peine, moi, à jeter les journaux. Oui, mais une minute. L'écrit et le support écrit. Non, une minute. Oui. C'est pas parce qu'on a vu une mère
s'intéresser à la littérature qu'on devient forcément écrivain. Mais il doit avoir quelque chose. C'est qu'elle-même, elle écrivait. Oui, elle collectionnait des photos, elle écrivait des textes et elle trouvait toujours une façon de dire la réalité autrement et de la dire de manière très belle. Et c'est comme ça que j'ai aimé ça. Je reste dubitatif parce que on a dans l'histoire plusieurs exemples de femmes qui ont écrit et qui n'ont pas engendré d'enfants écrivains. Alors, c'est pas parce que la mère a écrit qu'on devient écrivain. Monsieur Alavo, il devait avoir autre chose. C'est pour combler un besoin. Lequel? Parce que moi, j'ai vraiment commencé à écrire quand je suis parti. Je suis parti du Sénégal en France à l'âge de 16 ans et je suis devenu pensionnaire. L'exil, donc. Alors, donc, à ce moment-là, j'ai eu, dans des moments où j'avais la chance et le bonheur de pouvoir être seul, j'ai eu cette espèce de comment j'allais dire, de découverte qu'avec un cahier et un stylo, je pouvais écrire. Et c'est comme ça que j'ai dessiné et peint et écrit les premières fois. Est-ce que il faudrait comprendre par là que si jamais tu n'étais pas parti de Dakar, tu n'aurais pas écrit? J'aurais écrit parce que j'ai fait du journalisme et tout ça. J'aurais écrit autrement. Mais l'écriture pour la gratuité, pour exprimer ce qu'on ressent, etc. Pour l'art, c'est pour l'art, c'est vraiment à travers ces moments de solitude appréciée et de solitude aimée que j'ai fait. Les premiers écrits, c'était quoi? Des petits vers à des copines? C'était des chansons, hein? C'était des chansons. C'était des chansons, les premiers. C'était des chansons, des vers et des poèmes et des chansons. Pour des filles? Pour la chanson. Pour des filles, pour la vie, pour tout. Au visage de pluie, au visage de mousse, à l'horreur du fruit qui rend l'âme trop douce. À l'orange d'enfant, au l'ange du berceau, aux souhaits innocents qui parlent de cerceaux. Bon, c'était des textes dans ce style. C'était des textes dans ce style. Alors, c'était juste faire rimer et puis accorder la musique, inventer des sons et puis faire accorder le son et la musique. C'était ça les grands plaisirs à l'époque. Et tranquillement, ça a évolué. Et puis après, j'ai moins de temps, moins l'occasion de peindre et de faire de la musique. Alors, c'est plus une écriture économique, un peu parcellaire. Beaucoup dans la tête, mais peu dans le papier. Bon, j'ai quelques bouquins, mais c'est ça. Mais il y a eu quand même la période professionnelle aussi. Tu parlais de journalisme tout à l'heure. C'est tout le temps. J'ai toujours écrit. J'écris au moins une vingtaine de pages, utiles ou pas utiles, chaque jour. Alors, donc, j'ai écrit des millions de pages là. Mais des reportages, j'ai écrit du journalisme, bien sûr, et tout ça. Oui. Mais ça, comment es-tu arrivé au journalisme? Tout simplement par intérêt. J'ai fait de la philosophie, puis après je me suis mis à faire des reportages, et puis après j'ai étudié en journalisme, et puis j'ai travaillé dans un quotidien au départ, et voilà. Et le rapport à l'art et au reportage? Mais un reportage, c'est quelque chose d'artistique aussi, hein. Il y a tout. Non, mais quand je dis art, je veux dire, bon, tu parlais tout à l'heure de gratuité. Oui. Alors que quand on fait un reportage, on se contraint dans certaines limites bien précises. Sûr, il y a des contraintes et tout ça. Mais l'idée, c'est que quelqu'un qui lit le texte, il trouve un plaisir qui dépasse si tu veux, le propre sujet du reportage. Donc, une forme d'esthétique. Dans la forme. Ben oui, absolument. Ça, c'est capital. Mais est-ce qu'on peut dire que tu as le même rapport aux deux? Oui. Quand tu abordes oui, bien sûr, le même rapport. Un recueil de poésie de la même façon que... C'est de trouver la chose qui va nous élever et qui va se dire avec le plus ou se lire ou s'entendre avec le plus de musique possible. Bon, merci maman. Je te lâche une minute. Je me tourne vers Louisa. Catherine. Catherine, on fait le même exercice. Louisa est arrivée à l'écriture comment? De plusieurs façons, et je pense qu'elle est encore évolutive. Moi, j'aimais beaucoup la calligraphie de mon père. Je trouvais que mon père, quand il écrivait, là, ça transpirait en arrière de la page. Je m'excuse. Et ma mère, en fait, la venue au mot est venue notamment avec les larmes quand on apprenait à lire les mots avec ma mère dans les écoles, dans les livres pour enfants. Et ensuite, avec le fait qu'elle nous offrait à chaque rentrée scolaire un dictionnaire Larousse illustré. Donc, c'était l'univers incroyable des mots.
Donc des mots et des images. Et c'est sûr que la musique des mots joue. Hélas, mes parents ne sont pas musiciens, mais ils aimaient toujours le dimanche faire écouter de la musique. Donc j'ai traversé ça. J'ai mes premiers cahiers, j'en ai brûlé. Là, j'en avais à l'âge de 11 ans déjà. Je ne les offrais pas. C'était de la poésie sur des thèmes aussi variés que l'adolescence, les tribus de l'adolescence, la société, ses injustices. Déjà, à 11 ans? Oui, je me rappelle. Quelle forme d'injustice? Mais moi, je trouvais que, en tout cas, l'écriture était vraiment un refuge. C'était une manière pour moi, petite fille, de dire, voilà, cette vie modeste que je vivais avec mes parents, qui n'avaient pas forcément tous les moyens, mais me permettait d'aller vers un univers où je pouvais m'évader, où mon imaginaire n'avait pas de frontières. Donc, je trouvais qu'il y avait un pouvoir dans les livres, ceux que je lisais et plus tard, mon propre livre. Et est-ce que c'est venu naturellement ou il y a eu une période bien précise dont tu te souviens? C'est à partir de telle date que j'ai pris la décision d'écrire. Oh. Moi, je dirais que depuis petite, j'ai toujours écrit. Je pourrais pas dire, même quand j'ai exilé pour longtemps ici, la première chose que j'ai mis dans mes valises, c'est mes cahiers, mes petits carnets, comme si c'était la carapace de la tortue baladeuse. Alors, il fallait qu'elle soit avec moi. Ça allait de soi. Et ces cahiers sont devenus quoi? Alors, il y a une partie qui a été éditée, l'autre partie qui reste à éditer. On parlait de départ tout à l'heure. Quelle importance l'exil a eu sur l'évolution de ton écriture? Je trouve qu'il est important de voyager. Autant on voyage, notre imaginaire voyage même quand on ne prend pas l'avion, mais autant le déplacement, le mouvement entraîne forcément une nouvelle appropriation de son espace et je pense un enrichissement intellectuel aussi parce qu'on se confronte avec d'autres personnes sur d'autres niveaux. C'est pas au niveau des armes, mais au niveau des pensées, au niveau de nos lectures aussi qui sont différentes. Et j'avoue que notamment à Montréal, je dois beaucoup à Montréal pour la rencontre avec le Cercle littéraire africain de Montréal, donc le CLAM. Et à travers aussi Moïse Mounian, les éditions Grenier, où j'ai découvert d'autres univers que je n'avais pas côtoyés du temps de l'école ou même personnellement. Des livres que je n'aurais pas forcément touchés ou même visualisés. Donc je remercie toutes ces personnes, dont aussi Yves Alavo, Paul et puis Amine Laourou, des grandes voix francophones. Tous ces gens que je vais encore rencontrer, que je ne connais pas encore, mais qui vont m'amener à découvrir cet espace littéraire et le grand univers des pensées plurielles. Oui, Yves, je parle d'exil. Je sais, écoute, on n'est pas forcément des exilés volontaires. C'est par hasard qu'on se retrouve à l'extérieur de chez soi. Et pour plusieurs années, on a fait même des enfants à l'extérieur. Alors, cette expérience de vivre à l'extérieur et de retourner de temps en temps s'imbiber, ça fait quoi? Ça apporte quoi à l'évolution de ton écriture? Mais c'est essentiellement ça. Nous sommes nourris de cela. D'abord, avant même de très jeune, on a voyagé beaucoup en bateau, sur la côte africaine à l'époque avec les parents. Papa venant du Bénin, travaillant dans l'administration française de Dakar, maman venant de l'Algérie. Donc, on a souvent voyagé en bateau, donc c'était toujours intéressant. Mais le voyage, on le fait dans notre tête. Et l'écriture, c'est beaucoup cette aventure, ce sont les rencontres. C'est sûr qu'en voyageant, en se déplaçant, en quittant ses racines, son milieu, sa famille, ses amis, son univers, on a tous les repères, où on est reconnu et tout ça, en partant, en se déracinant pour aller vivre ailleurs. Il y a 34 ans, venir à Montréal, c'était quelque chose d'assez dur, d'assez pénible. Dans cette souffrance-là, qui existe et qui se guérit tranquillement, il y a aussi une inspiration pour l'écriture. Mais essentiellement, ce sont les rencontres. Comme disait Luisa, c'est rencontrer d'autres personnes, des gens qui ont d'autres vies, d'autres aventures, d'autres cultures, d'autres façons d'être. C'est cette espèce de
tissage perpétuel de rencontres avec d'autres. C'est l'aventure perpétuelle. C'est ça l'écriture. L'écriture, c'est ce que nous inspirent les autres, les situations dans lesquelles nous sommes et le sens qu'on veut donner à tout ça. On découvre un certain sens au bout d'un certain temps parce que l'écriture nous aide à démêler tout ça. L'écriture, elle a cette vertu-là, cette fonction-là, à la fois de mettre en valeur et d'exprimer ce qu'on trouve de plus beau en nous et qu'on veut partager avec les autres, mais encore de nous permettre de déchiffrer un peu notre destin. Mais parlant de rencontres, on rencontre des gens, on rencontre des expériences de vie, on rencontre des convictions qui ne sont pas forcément les nôtres, on les absorbe et on les rend, parfois sans le savoir, par notre imaginaire, par notre talent créatif. Donc, quelque part, notre œuvre est toujours hybride. Elle est essentiellement ça. Elle est d'autant plus riche que dans nos milieux, dans nos familles, dans nos vies, on a constamment été façonné par cette espèce de métissage et que l'inspiration naît de là et que ce métissage-là, il est tellement fertile qu'il nous inspire et il nous permet d'être et de partager ce qu'on est. Je suis tout à fait d'accord, justement, que chacun a selon ses racines plurielles, en tout cas aussi du continent africain, apporte toute une grande richesse à la langue française. Et je suis très fière de contribuer à ma manière. Et donc, avec plein d'autres, je l'espère encore. C'est drôle que j'ai eu à poser cette question-là à une réunionnaise et un berbère. Parce que c'est sûr que c'est des produits de métissage. Alors, ils ne peuvent pas renier eux-mêmes leur origine. Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui, nous avons entendu en toute première émission des Grandes Voix francophones au Salon du Livre de Montréal, Louisa Lafable, poétesse de La Réunion, qui vit maintenant à Montréal, et Yves Alabo, journaliste, poète, écrivain, du Bénin, du Sénégal, de l'Algérie, d'Haïti et de partout, et qui vit lui aussi maintenant à Montréal, tous deux membres du Cercle littéraire africain de Montréal. Guy Amo qui vous dit merci et à la prochaine. Merci beaucoup.